C'est vous qui avez le micro, lui. Oui, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour cette très ample, très riche, très stimulante réflexion. Ils tiennent la paix par le sommet. Merci aussi d'avoir indiqué cette ligne de crête qui peut éviter la confrontation possible que vous avez décrite et aussi qui assure le règlement de crise actuelle. Alors plus prosaïquement, je vais passer la parole à la salle en rappelant qu'il y a une priorité aux étudiants qui se tiennent généralement repliés sur le sommet de cet amphithéâtre, de poser en premier leurs questions, même si après les autres collègues, professeurs, experts qui sont bienvenus ici pourront également poser une question. Alors je me retourne. Alors que les étudiants prennent le pouvoir depuis mai 68. Les étudiants prennent le... Ils ont l'habitude, il leur est arrivé quelquefois ici d'ailleurs. Alors la première question. Allez-y, allez-y. Ah, vous êtes très haut. Hein. Bah, allez-y quand même, j'espère. Si le micro, vous avez le micro? Approchez-vous alors. Voilà, le micro arrive jusqu'à vous. Vous étiez vraiment mis... Ça marche? Je crois. Oui. Merci d'abord pour votre présentation. Vous aviez mentionné 3 peurs de la Chine. Si on réfléchit dans une logique régionale, est-ce que vous pensez que dans le cadre de ce désir de puissance dont est animée la Chine, est-ce que vous pensez que la montée en puissance de l'Inde peut devenir ou est actuellement une des peurs de la Chine, malgré tous les mécanismes de coopération dans le cadre des BRICS ou d'autres plateformes régionales? Merci. Alors c'est à l'évidence un grand enjeu sur le plan régional et sur le plan international. Vous avez raison de mentionner l'Inde. La progression de l'Inde n'est pas aussi spectaculaire que celle de la Chine, mais c'est vrai que la plus grande démocratie du monde n'est pas sans atout. Atout démographique, atout technologique, atout d'une puissance militaire, notamment cherchant à développer aussi son importance dans la sphère maritime. Donc il y a bien une ambition indienne. L'Inde est encore très occupée par ses propres problèmes. On voit à quel point elle est accaparée par des tensions encore très vives, le développement régional, les questions ethniques. Il y a 1001 difficultés auxquelles l'Inde est confrontée, qui fait qu'elle n'est pas aujourd'hui une puissance en situation de rivaliser avec la Chine dans le concert asiatique, et elle n'a pas l'attractivité qu'a la Chine sur la région et sur le monde. Un des enjeux, on le voit bien à travers les convoitises de la Chine vis-à-vis du Pakistan, c'est justement d'essayer de faire tomber dans l'escarcelle de l'un ou l'autre pays un certain nombre des pays du pourtour indien. Et la bataille qui se joue avec le Pakistan qui est l'une des cibles principales de la nouvelle route de la soie chinoise, montre bien à quel point la Chine n'entend pas laisser à l'Inde les coudées franches dans son propre périmètre traditionnel d'influence. Et de ce point de vue, il faut remarquer que le jeu des États-Unis sert profondément la Chine. De la même façon que les États-Unis ont considérablement renforcé la puissance iranienne au Moyen-Orient, ils sont ceux qui ont porté l'Iran sur les fonds baptismaux de la puissance dans cette région. De la même façon, aujourd'hui, dans leur stratégie vis-à-vis du Pakistan, le président Trump, à travers les raccourcis qui sont les siens, vous êtes mon ami ou vous êtes mon ennemi, et donc vous, le Pakistan, qui jouez double jeu d'un point de vue stratégique, d'un point de vue du renseignement vis-à-vis des forces terroristes, eh bien on vous coupe l'aide, alors 200, 300 milliards en moins. Tout ceci est susceptible de peser extrêmement lourd sur le développement des relations entre le Pakistan et la Chine, qui se rapprochent toujours davantage. Et bien évidemment, pour ce qui est de la capacité d'attraction de la Chine, ce sont des atouts tout à fait essentiels. Donc je crois qu'aujourd'hui, le développement de l'Inde est encore un développement qui est confronté à toute une série de problématiques nationales, régionales,
locale. J'ai habité 3 ans en Inde, j'ai pu constater à quel point c'est un pays qui regarde aujourd'hui beaucoup plus vers l'intérieur que vers le monde. La Chine, elle, est à un âge de la puissance où elle le sait, son devenir, c'est son avenir, c'est d'arriver à multiplier les liens, non seulement dans l'ensemble régional, mais dans l'ensemble mondial. Donc, ce n'est pas tout à fait le même tempo de la puissance, mais il y a bien sûr deux ensembles immenses de capacités en devenir, avec un vrai défi historique, qui est celui de savoir si la plus grande démocratie du monde, avec une démographie extrêmement importante, peut rivaliser avec la puissance chinoise. Est-ce que la démocratie sera un facteur positif de plus grande liberté, de plus grande force donnée à l'Inde, ou est-ce que la discipline chinoise sera un atout décisif pour l'affirmation de la puissance chinoise? Ce sont là encore deux modèles concurrents. Force est de constater que le modèle chinois aujourd'hui occupe beaucoup plus de place à la fois dans les réflexions et dans la pratique internationale que ne le fait le modèle démocratique indien, tant le modèle démocratique indien est encore confronté à des problèmes différents d'une autre époque. Et de ce point de vue-là, l'élection de quelqu'un comme Narendra Modi, qui est un homme qui a une légitimité très forte sur le plan national et sur le plan local, mais qui a du mal à s'affirmer sur la scène internationale, parce qu'il privilégie bien sûr toutes les questions qui touchent à l'indiennité et qui touchent aux questions culturelles et religieuses indiennes sur les questions d'ambition et de puissance. Question ? Je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, Sophie Laszlo, j'ai été rédactrice à la direction des affaires africaines et malgaches dans un lointain temps révolu, mais qui me revient très fort en mémoire ce soir. Je voulais vous dire, Monsieur le Premier ministre, d'abord merci pour votre vision toujours très radicale, en dehors des sentiers battus, et ce soir vraiment en dehors de la boîte, qui m'a beaucoup fait plaisir. Il y a un point où j'ai du mal à vous suivre, c'est lorsque vous imaginez un mandat chinois sur la Corée du Nord, parce que ça blesse trop mes convictions Nations Unies et que ça blesse trop les principes des Nations Unies. Mais pour le reste, je crois que vraiment, vous nous avez donné beaucoup de matières très riches. Et ma question est la suivante. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, envisagez-vous un rôle pour la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine, et pas un rôle pour l'Union européenne et la Chine? Est-ce à dire qu'au moment même où la France et l'Allemagne se retrouvent pour relancer l'Union européenne, vous ne pensez pas que l'Union européenne puisse devenir cet acteur important des relations internationales? Merci beaucoup. Merci de votre question. D'abord, sur le mandat, entre guillemets, de la Chine sur la Corée du Nord que j'ai évoqué, il ne s'agit pas d'un mandat aux formes juridiques, ni même politiques. Il s'agit d'un ascendant chinois sur la Corée du Nord que nous pourrions encourager. En gros, quand on ne peut pas régler un problème soi-même, il vaut mieux en confier le règlement à quelqu'un qui a une vraie capacité d'influence. Vous savez, dans un couple, quand on a un enfant qui pose un problème, dans certains cas, l'homme ou le père est plus influent sur son enfant que la mère, et dans l'autre cas, c'est la mère, sur certains sujets, qui est plus influente. Là, il s'agit de trouver tout simplement le pays dans la région, le pays dans le monde qui est le mieux susceptible de faire passer des messages à la Corée du Nord. Ma conviction, c'est qu'on a toujours besoin d'une nation pivot. Dans toute crise, il faut une nation pivot. Et nous nous sommes privés très souvent de cette capacité à agir par procuration. Il faut favoriser celui qui est le mieux placé. Et on voit bien à quel point le désarroi européen et le désarroi occidental au Moyen-Orient s'explique par le fait que nous nous sommes privés de cette nation pivot. Et bien, de la même façon, en Corée du Nord, si nous pouvons nous appuyer sur la Chine, notre intérêt, à mon sens, c'est de renforcer la puissance la mieux placée et lui donner les moyens d'agir. C'est un peu, d'une certaine façon, ce que Donald Trump essaye de faire, mais il le fait avec des élastiques et il le fait avec un manque de discrétion et un manque de confiance qui, d'une certaine façon, ne permet pas l'efficacité. Alors, pourquoi un axe Paris, Berlin, Moscou, Pékin? Et pourquoi pas l'Union européenne et la Chine? Parce que je crois que
en matière internationale, les dynamiques doivent toujours s'enclencher sur les parties dures. Or, malheureusement, force est de constater que l'Union européenne relève des parties molles. C'est très regrettable, mais c'est comme ça. Alors, nous ambitionnons tous que cela change, et j'aimerais beaucoup, et je crois que dans l'avenir, évidemment, les Chinois, le jour où ils pourront prendre au sérieux l'Union européenne, le jour où l'Union européenne aura un président élu, capable de se transporter à travers la planète, capable de faire valoir une diplomatie, des décisions, de peser sur le monde, eh bien, je crois qu'alors, oui, l'Union européenne pourrait être un interlocuteur. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus sage d'en rester au jeu des puissances traditionnelles, dans une politique, dans une réalte politique qui est susceptible de faire bouger les choses. Ne nous cachons pas et ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, la puissance européenne par excellence, pour la Chine, c'est l'Allemagne. Le pays qui a travaillé, investi, jour après jour, mois après mois, en Chine, la responsable européenne qui s'est rendue le plus souvent en Chine, c'est Angela Merkel. Ce n'est pas les présidents français successifs. Donc, déjà, si Berlin et Paris se mettent d'accord pour faire valoir une stratégie et une politique, avant que nous nous entendions à 27 ou 26 sur la stratégie à mener vis-à-vis de ce pays, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts et la Chine aura déjà franchi toutes les étapes ultimes de la puissance. Donc je crois qu'il faut aller vite, je crois qu'il faut le faire sur des bases très précises et très concrètes, sur des dossiers qui sont aujourd'hui identifiés et bien connus, quitte à ce que nous entraînions bien sûr avec nous l'ensemble des autres pays. Ce n'est pas pour le plaisir de faire cavalier seul et ce n'est pas avec le souci, je crois que ce serait une grande erreur d'humilier tel ou tel au sein de l'Union européenne. Je crois beaucoup à l'idée de l'égalité entre États, mais la réalité internationale veut que nous soyons capables de prendre en main un certain nombre de dossiers et de trancher, d'abord pour notre propre compte et après de soumettre à l'Union européenne et qu'elle l'accompagne. Alors, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on voudrait souhaiter que l'Union européenne. Je vous rappelle simplement qu'en matière internationale, les choses changent vite. Il y a quelques mois, quand Emmanuel Macron a fait son discours, tout était possible. Mais c'était l'Antiquité. Aujourd'hui, quand vous regardez l'Europe, on ne peut pas dire que le Brexit soit forcément très facilement et utilement enclenché. On ne peut pas dire que les différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud soient négligeables, et on ne peut pas dire que le fossé croissant entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est soit non plus négligeable. Donc je crains que la dynamique européenne ne se satisfasse pas de simples ou de petites initiatives. Aujourd'hui, ça relève d'un chantier massif et majeur. Donc les occasions perdues en matière internationale, elles ne se représentent jamais. Et c'est une erreur de croire qu'on peut remettre à plus tard un certain nombre de projets en se disant on verra quand l'Allemagne aura un gouvernement. Oui, l'Allemagne aura un gouvernement bientôt, mais est-ce que l'Allemagne, sur ce programme de gouvernement, sera vraiment désireuse de moderniser comme on le souhaite la gouvernance de la zone euro? Est-ce qu'elle sera prête à prendre des initiatives? Elle sera contrainte, l'Allemagne. Et bon, on peut donc imaginer un certain nombre de choses, mais je crois qu'il y a 6 mois, il était très facile de concevoir de façon très optimiste l'avenir de l'Europe. On réforme en France et avec les Européens, on engage la transformation de l'Europe et après, on adapte la France et l'Europe à la mondialisation. Tout ça dans un même élan. On est très loin de ce schéma irénique et aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il va falloir beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté pour arriver à faire tout cela. Est-ce qu'il y a un étudiant qui ne veut pas rater une occasion de poser sa question? Ah, mais je vois. Allez-y alors, puisque vous avez... J'ai bien vu que c'était un petit coupole là, qu'il y en avait un peu qui s'était mis là, donc allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, vous avez rappelé tous les efforts que la Chine fait pour développer son soft power. Et donc, j'aurais une question à ce sujet. Moi, à mon avis, ça marche pas très bien. Enfin, je trouve qu'en Europe, ça n'a pas l'air d'être une culture très attractive. Et même en Asie, elle est en 2e position par rapport au Japon.
Donc je voudrais savoir votre avis. Est-ce que vous pensez réellement que la Chine réussira à dépasser les États-Unis dans ce domaine, sachant que les États-Unis, ils ont quand même une prétention d'avoir une culture universelle, ce qui n'est pas du tout le cas de la Chine, qui a une culture très localisée. J'adorerais que mon ami Régis Debray puisse être là à ma place pour vous répondre. Je crois qu'il faut, c'est vrai, vous avez raison, il faut de l'imagination pour pouvoir imaginer ce que serait une influence grandissante de la Chine au cours des prochaines décennies. Je prends un exemple qui me tient beaucoup à cœur et qui je crois, est significatif, qui est la percée de la Chine dans le domaine de l'art. La Chine n'a pas un marché de l'art organisé, c'est un marché qui est aujourd'hui contrebattu par beaucoup de faux, beaucoup de piratage, beaucoup de copies. Et donc c'est un marché qui est encore naissant. Et pourtant, ils ont le plus grand nombre de collectionneurs et ils sont ceux qui pèsent le plus sur le marché mondial de l'art. C'est un pays qui est en train de construire environ 400 musées, donc c'est un pays qui a l'ambition de collectionner, de développer son marché intérieur de l'art et aussi ses collections d'art. Donc c'est un pays qui va peser considérablement sur le marché de l'art au cours des prochaines décennies. Et qui dit peser sur le marché de l'art, dit peser sur le goût, peser dans la mise en avant de ces artistes, peser dans notre façon de regarder le monde à travers ces artistes. C'est vrai dans ce qui est les arts plastiques, les installations, voire même dans les créations télévisuelles, le marché des séries ou le cinéma un peu plus tard. Donc on voit bien que le goût, l'accoutumance aux images demande du temps. Vous savez, pour apprécier les grandes séries d'Hollywood, même en France, encore pour beaucoup de nos compatriotes, certains sont rébarbatifs. Il faut un certain temps. Ce n'est pas une évidence que d'aimer Silex and the City et autres séries. Il faut une forme d'esprit où on aligne certaines planètes pour arriver à vraiment rentrer dans les standards. Il en ira de même du goût des Européens par rapport à la Chine. Vous savez, tout ça se fait par porosité, par jeu d'influence, par accoutumance. Mais je n'exclus pas que d'ici 40 ans, vos enfants ou vos petits-enfants se passionnent pour des romans chinois, comme vous-même, vous êtes peut-être passionné pour les mangas japonais. Donc, c'est une question de temps, d'infusion et de modification de l'espace mental qui se fait petit à petit dans une sphère où l'information est décisive. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine, si elle se bat pour contrebattre l'influence des GAFA, si elle se bat pour disposer d'un réseau sur le plan de l'information mondiale, si elle se bat avec les nouvelles technologies pour être aujourd'hui parfois leader dans la gestion de cette nouvelle technologie, je pense aux partenariats qui existent entre Alibaba, JD.com, Tencent par exemple, parce que la Chine est en avance dans le quotidien de la consommation. Avec un portable en Chine, vous n'avez pas besoin de carte de crédit, vous consommez toute la journée sans avoir nullement besoin de recourir aux banques ou à votre carte de crédit. Donc, il y a des pratiques qui infusent au sein des sociétés, il y a des comportements qui sont infusés par des modèles de société. J'évoquais tout à l'heure la question du contrôle social. Mais le contrôle social, nous le vivons quotidiennement. Je prends un exemple qui est dans l'actualité, on l'a vu avec des tribunes dont on a beaucoup parlé, Balance ton port, la réponse de la tribune rédigée par Catherine Deneuve et d'autres. Mais la normalité sociale dans les démocraties, avec le jeu des réseaux sociaux, est extrêmement puissante par le jeu des technologies et des réseaux sociaux. Il y a de fortes raisons de penser que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la capacité que nous aurons à penser différemment, hors des sentiers battus, dès lors que ces technologies pèseront de tout leur poids et que chaque fois que nous ferons un mouvement à droite ou à gauche en consommant autre chose que ce que nous avons l'habitude de consommer et que nous serons repérés, nous aurons une alerte sur notre iPhone en disant « Comment vous avez mangé une pizza? Vous auriez dû manger des pâtes ?» Tout ceci va peser sur les comportements. Donc ce que je pense, c'est que la puissance, dans tous les domaines de la vie, et notamment de la vie économique,
qui se diffuse dans les comportements quotidiens de consommation fait que, peu à peu, les sociétés se moulent et s'adaptent. Et il faut, et il faudra, énormément d'esprit de liberté. Ça veut dire que, sans doute, ce qu'il y a de plus urgent pour les démocraties aujourd'hui, c'est de faire valoir cet esprit de liberté, ce goût de la différence, cette tolérance vis-à-vis d'autres façons de penser, alors même que les réseaux sociaux nous invitent à penser comme tout le monde. Et dès lors qu'on ne pense pas comme tout le monde, on est montré du doigt, voire cela peut avoir dans certains cas des conséquences juridiques pour ceux qui s'expriment de façon un peu trop vive. Donc, je pense que nous entrons dans un monde de format où la nouvelle puissance asiatique, la nouvelle puissance chinoise a des atouts considérables, puisque nous serons demain, avant même d'être des citoyens, de plus en plus, avant même d'être des honnêtes hommes, des gens de goût, nous serons des consommateurs. Toute la journée, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui triturent leur portable, qui déjeunent en face d'une autre personne, parfois jolie, qui triture aussi son portable, et toute la journée, voilà, on est comme des lapins drogués. Eh bien, quand on a ce type de drogue, croyez-moi, on est sensible et vulnérable à des puissances aussi puissantes que le sont les États-Unis et la Chine, à travers leur propre modèle économique et culturel. Donc, si l'on veut inventer l'antidote, c'est en nous, c'est chacun de nous, mais on n'est pas forcément bien parti pour avoir cette liberté-là. Si vous nous autorisez encore une ou deux questions, je crois que Nicole Niesotto, qui ne pense pas forcément comme tout le monde, voulait vous poser une question. Je m'en réjouis. Nicole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question suit exactement le contexte politique que vous venez d'évoquer. On a en Europe et en Occident plus généralement de grands risques sur les démocraties avec ce retour d'un vent d'autoritarisme, d'ordre moral, de populisme. On l'a vu encore en Autriche et même peut-être chez nous. Et ma question porte sur, chez eux, dans les régimes autoritaires et en particulier en Chine, vous semblez exclure l'inverse, c'est-à-dire un vent démocratique qui pourrait de nouveau souffler, qui a soufflé un peu en 89, qui était éteint. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous ne croyez pas quand même, en tout cas c'est ce qu'on nous apprend dans cette coupole, qu'à partir d'un certain degré d'accumulation du capital et de montée d'une classe moyenne importante, il y a une revendication politique inévitable qui fait qu'à partir d'un certain niveau de développement, tous les pays ont des revendications démocratiques. Or, vous avez l'air de l'exclure pour la Chine et de penser que dans 40 ans, le système autoritaire restera aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est ma question. Vous excluez le risque de la démocratisation, même partielle, de la Chine ? Excellente question. Non, je n'exclus pas. Là, je me pose deux questions dans le sens que vous évoquez. La première, c'est la possibilité, y compris pour un régime autoritaire, de développer des espaces de liberté, d'épanouissement de l'individu, des groupes, de plus en plus importants dans le respect d'un certain nombre de critères. Je les ai évoqués, l'esprit collectif, la discipline. Donc, sous l'égide d'un certain nombre de mots d'ordre et d'exigences, ouvrir, oui, des espaces maîtrisés, contrôlés, qui ne remettent pas en cause les fondements mêmes du système. Donc ça, c'est une première hypothèse de réflexion. Donc imaginez, oui, que et d'ailleurs, je pense qu'au cours des dernières années, au-delà de ce qu'on a vu et de ce qu'on a fortement médiatisé, mais qui n'est pas toute la Chine, la politique par exemple anticorruption, qui a eu pour beaucoup de Chinois des effets bénéfiques en évitant un certain nombre d'excès qu'ils voyaient au quotidien, quand on voit les dirigeants du régime ou certains dirigeants économiques avec parfois 3 montres en or au poignet, on se dit oui, il y avait peut-être matière à corriger les choses. Donc, au-delà de ces excès corrigés, je crois qu'il y a la possibilité, à l'intérieur du système, d'évolution. La deuxième question que je me pose, c'est par rapport au système économique et technologique, qu'est-ce que sera notre liberté, y compris dans les démocraties libérales, dans nos propres pays, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous atterrissez à Seattle et qu'immédiatement sur votre portable s'inscrit les 3 restaurants
typiques auxquels vous avez l'habitude, même si vous n'êtes jamais venu à Seattle. Vous aimez l'italien, ben vous avez un restaurant italien proposé, vous avez l'habitude d'aller dans des restaurants kebab, vous avez un restaurant kebab, tout ça parce qu'on sait vos goûts, on connaît vos goûts, et donc votre liberté, elle est extraordinairement réduite et extraordinairement contrainte. Donc, dans ce schéma de société très économique, très soumis à la rentabilité, très soumis à la priorité de la consommation, qu'est-ce que ça voudra dire d'être libre. Et c'est là où je pense que la liberté va sans doute, dans nos propres sociétés, changer de nature. Elle va changer de nature au sens où il faut inventer des nouvelles attitudes susceptibles de nous sortir des conformismes et des jugements ambiants. Nous sommes dans des sociétés aujourd'hui, je parle des démocraties, de nos propres pays, où le jugement définitif est permanent. Vous êtes cloué au pilori, vous avez à peine bougé un doigt, vous êtes suspect. La loi des suspects, elle revient en force dans beaucoup de nos pays. Et j'ai vécu aux États-Unis, je peux vous dire que le sentiment de liberté, il n'est pas gagné tous les jours, en permanence, dans un pays comme les États-Unis, où la conformité, l'esprit de conformité est omniprésent. Je l'ai vécu à travers la crise irakienne, il ne faisait pas bon ne pas penser comme les Américains dans cette période. La violence de la pression sociale et du conformisme américain, du nationalisme américain était extrêmement lourd. Vous étiez quasiment perçu comme un ennemi du pays. Aujourd'hui, en France, avec la menace terroriste, avec la menace migratoire, sur beaucoup de sujets, nos espaces de parole, nos espaces de dialogue, nos espaces de réflexion se sont considérablement rétrécis. Considérablement rétrécis. Regardez, on a un prix Nobel qui m'est cher, parce que c'est un ami, Jean-Marie Leclésio, qui s'est permis d'émettre un avis un peu particulier, ou en tout cas fort, sur la question migratoire. Il a été cloué au pilori dans les quelques minutes qui ont suivi. Je crois que la liberté, ce n'est pas quelque chose de gagné. Et je ne crois pas que la liberté, compte tenu de l'évolution technologique et économique de nos sociétés, soit forcément liée à la démocratie libérale. Les systèmes politiques, avec l'évolution économique et technologique, ne viennent pas gratuitement en prime avec la liberté. En tout cas, il va falloir la réinventer, la reconquérir. Donc je crois que nous avons quelque part, et les uns et les autres, le même problème. Qu'est-ce que c'est que d'être libre au XXIe siècle pour vous, pour moi, pour nos enfants? Ce sera quoi d'être libre, d'exprimer sa différence? Ce n'est pas un mince travail, et c'est pas uniquement, ça ne peut se réduire à la liberté de voter dans une ambiance en général de kermesse où il y a les bons et les mauvais, et on se sent complexé à l'idée de voter pour les uns et on a du mal à voter pour les autres. Donc il va falloir inventer cette liberté-là, se redonner des choix. Alors on peut faire carême, ce qui est aussi une formidable de retrouver une liberté sur soi-même. Dans le fond, devenir frugal, devenir ascétique, devenir monacal, c'est une façon de retrouver sa liberté. Mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, y compris en Europe. Une dernière question. Chez les étudiants, tout le monde lève la main maintenant. Chez les étudiants, d'abord, allez, vous avez, je suis désolé, on a donné la priorité, ce qui est normal. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur. C'est bon. Alors, tout d'abord, quelques questions. Est-ce que la Chine, Une suffira. avec sa politique, il va en falloir plusieurs. Est-ce que la Chine, avec sa politique de contrôle des naissances, n'a pas, en avortant ses enfants, avorté sa puissance? Est-ce que derrière, elle va avoir le potentiel démographique pour maintenir son contrôle sur le monde qu'elle est en train de prendre? Ensuite, dans le cadre de nos relations futures avec la Chine, vous avez mis en avant l'usage de beaucoup de commissions, de groupes de réunion, etc. Est-ce que, quelque part, on ne va pas se retrouver à discuter, à rester assis à discuter, pendant que la Chine va avancer? Et ensuite, vous évoquiez cette avancée de la Chine qui, depuis sa renaissance à l'écart du monde, s'est complètement redressée, a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté, alors que nous, depuis ce temps-là, on est toujours avec nos 5 millions de chômeurs sans sortir. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un peu comme eux, qu'on se dise, pendant 50 ans, on se met à l'écart du monde, on se reconstruit, parce qu'on a besoin de se reconstruire, quel que soit l'aspect, économique, militaire. Dans mon régiment, par exemple,
La capitaine a donné les chiffres avant-hier. On a 60% de véhicules non disponibles. Non, l'inverse. On a 60% de véhicules disponibles. Ça fait 40% qui ne servent à rien. Est-ce que donc il ne faudrait pas se mettre en pause, se reconstruire pendant 50 ans et revenir après sur la scène internationale et conquérir le monde à nouveau? Alors, la question démographique, vous avez 100 fois raison, c'est un enjeu majeur pour les Chinois, le vieillissement de la population, comme c'est un enjeu majeur pour nos sociétés européennes et occidentales. La Chine, d'ailleurs, en a tiré d'ores et déjà les conséquences, en revenant sur la politique de l'enfant unique, pour assurer, ne serait-ce que la sécurité des générations futures et la survie des générations futures. Beaucoup de familles chinoises, aujourd'hui, compte tenu de cette politique de l'enfant unique qui a perduré pendant des décennies, se posent la question de savoir comment, dans leurs vieux jours, ils pourront faire dès lors qu'il n'y aura qu'un enfant ou qu'une fille pour assurer leur propre bien-être dans une période où ils seront eux-mêmes confrontés aux difficultés de l'âge. Donc oui, c'est un problème de fond pour les Chinois et qu'ils le mettent au premier rang de leurs préoccupations. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Emmanuel Macron est venu pour essayer de vendre une politique de maison pour personnes âgées en Chine. Ils sont confrontés à cette question. Que faire de leurs personnes âgées? Comment gérer ces populations? Comment maintenir une activité économique pour ces populations et qu'elles ne pèsent pas sur le devenir économique et la capacité et les potentialités de la Chine. Donc là, il y a effectivement une interrogation extrêmement forte. Je passe à la troisième question et vous me rappellerez la seconde, parce que c'est... Ah oui, les commissions. Ben oui, les commissions. Mais les commissions, elles ont deux vocations. La première, c'est effectivement de servir comme commission, et comme l'a très bien dit un personnage célèbre de la Ve République, en France, pour enterrer un problème, on crée une commission. Mais la commission, elle a aussi un avantage, et en particulier en direction d'un pays comme la Chine, c'est qu'elle permet de se mettre autour d'une table et de comprendre ce que veut l'autre, ce que l'autre a en tête, et donc d'anticiper un certain nombre de préoccupations, d'anticiper un certain nombre de questions et de s'atteler à un programme de décision. Si on ne se met pas autour d'une table, si on n'essaye pas ensemble d'étudier et d'approfondir les sujets qui nous préoccupent, nous n'avons aucune chance de pouvoir avancer. Donc ça passe par là. Le problème, c'est de faire en sorte que ces commissions n'enterrent pas les sujets qu'elles ont à traiter et qu'elles ne soient pas un alibi pour durer éternellement sans être capables de déboucher. Mais c'est là où le rapport entre l'administration et la politique doit être suffisamment pertinent. L'administration, soumise à la pression du politique, doit être capable de faire des propositions concrètes, et le politique, lui, est suffisamment habile pour, à partir des propositions qui lui sont faites, les mettre en œuvre à travers une feuille de route. La Chine fonctionne à travers une programmation lourde. J'ai parlé des organes de la réforme et du plan et de la planification en Chine. Ils pensent longtemps à l'avance. Ma conviction, c'est que ça nous ferait du bien parfois de nous asseoir et de penser long terme, au-delà de ce qui se passe demain, de ce qu'on va faire dans le mois qui va suivre. Être capable de penser l'avenir et de préparer l'avenir à travers des décisions construites me paraît être une bonne chose. Alors, sur la dernière question, s'arrêter et essayer de repenser les choses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est ce qu'essaye de faire la Corée du Nord. Peut effectivement être tenté par cette solution conservatoire. Je crains malheureusement que pour un pays comme la France, nous n'ayons pas le temps de faire cela. On ne peut pas s'arrêter de marcher et on ne peut pas s'arrêter d'apporter des réponses à la population française. C'est le devoir des politiques. Donc il faut faire les deux choses, pardonnez-moi l'expression, je ne l'aime pas beaucoup, mais en même temps. Il faut faire en sorte de faire ce que vous proposez, qui est très juste. Moi, je vous suis sur l'idée d'une refondation très radicale. Je trouve que nous manquons d'audace de la pensée. Et il faudrait être capable d'aller beaucoup plus loin dans les propositions que nous devrions
être capables de mettre en exécution. Nous devrions aller beaucoup plus loin dans la remise en cause si nous voulons aboutir. C'est vrai sur le chômage, c'est pas en plaquant des solutions ou en multipliant des procédures déjà connues qu'on est susceptible de changer les choses. Donc il y a un travail de fond, et l'une de mes inquiétudes, et c'est donc la solution intermédiaire que je proposerai à partir de votre suggestion, c'est de nous concentrer davantage sur les réformes de structure. Vous avez raison, trop des réformes qui sont faites aujourd'hui en France et en Europe sont des réformes de communication. Ce sont des réformes qui sont sympathiques, mais qui ne changent pas profondément les choses, les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes culturels. Vous voyez, même le droit du travail, je ne suis pas sûr qu'on ait fait une réforme pour 30 ans. Les réformes des retraites, on passe son temps à faire des petites réformes qui ne sont jamais ce qu'il faudrait faire. La question, c'est que quand vous vous lancez dans des réformes plus ambitieuses, très souvent le pays se bloque et s'arc-boute. Donc il faut trouver la façon d'amorcer une réforme vertueuse qui devrait être plus ambitieuse, qui permettrait d'aller plus loin. Je prends un exemple qui me paraît majeur pour nous et qui vous concerne directement, qui est la réforme de l'université. Il est évident que si nous ne sommes pas capables d'inventer un modèle économique plus innovant, si nous ne sommes pas capables de conduire les nouvelles générations sur le marché du travail à des formations beaucoup plus poussées, nous serons incapables de rivaliser avec la puissance chinoise, la puissance indienne, la puissance indonésienne et d'autres. Donc nous avons besoin, en termes de valeur ajoutée, en termes de formation, en termes de capacité d'innovation, nous avons besoin de faire un travail beaucoup plus pointu et beaucoup plus exigeant. Alors est-ce qu'on peut le faire par les petits pas? Est-ce qu'on peut le faire petit à petit? Ça passe par une prise de conscience nationale. L'histoire prouve que notre pays, tant qu'il n'est pas au bord du gouffre, n'a pas la capacité de sursaut. Et j'espère que ce quinquennat va permettre d'amorcer cela. Je vois qu'il y a 6 mois qui ont passé. Je vois que les 6 mois qui vont constituer la deuxième partie de l'année ne vont pas forcément être simples. Est-ce qu'ils vont être suffisamment ambitieux pour aller dans le sens que vous évoquez et que je souhaiterais également, qui est de vraies réformes de structure qui changent en profondeur notre pays? Le problème, c'est que notre pays vit suffisamment bien aujourd'hui pour croire qu'il peut vivre éternellement comme cela. Alors c'est vrai, quand on voyage, quand on se confronte à un pays comme la Chine, on sait que notre mode de vie d'aujourd'hui n'est pas durable. Nous ne pourrons pas, nous, continuer à vivre comme nous vivons au rythme du nombre de Chinois qui accèdent à un revenu moyen tous les jours davantage. C'est-à-dire que ce sont 700 millions, mais demain c'est 800 millions, 900 millions, 1 milliard, 1 milliard 200 millions. Toutes ces populations qui arrivent aujourd'hui sur le marché mondial et qui améliorent leur position, eh bien, malheureusement, par le jeu des vases communicants, risquent de nous conduire, nous, à diminuer nos positions et à vivre moins bien. Sauf si on est plus performant, sauf, je ne dis pas performance au sens de la performance économique, mais performant intellectuellement, performant par l'innovation, performant par les idées, performant par la force de notre liberté, par notre enthousiasme. Donc oui, capacité à changer les choses en acquérant une confiance en nous qui nous fait défaut. Le problème, c'est que nous sommes dans la ouate, nous vivons bien, trop bien. Je ne parle pas de tous ceux qui en France souffrent et qui sont en marge du système, mais la majorité de la population n'est pas incitée à prendre suffisamment de risques et n'a pas été incitée au cours des dernières décennies à le faire quand on sait qu'on a en face de nous des populations qui ont pris tous les risques pour vivre mieux. Donc, vous savez, c'est repenser 5 minutes, nous sommes en 2018, penser 5 minutes à ce qu'il fallait de courage, de sang-froid, de capacité à endurer des souffrances pour la génération qui était dans les tranchées en 1918. Je ne dis pas ça pour faire une comparaison historique, je dis simplement qu'il y avait une capacité à faire face aux duretés de la vie que nous avons perdues. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le monde, il y a des populations qui ne l'ont pas perdue et qui arrivent aujourd'hui sur la scène mondiale avec cette capacité à se faire mal et à vouloir des choses avec un désir qui leur arrache le ventre, que nous avons perdu. Et donc, si nous élevons nos enfants en faisant de longues promenades en tricycle de peur de tomber, eh bien, on restera sur le tricycle.